Premièrement, les auxiliaires de justice. Le but étant de comprendre comment s'organisent les dysfonctionnements, nous n'étudierons qu'un exemple. Cela commence par la participation d'officiers de gendarmerie, qui, par exemple, après avoir reçu témoignages, aveux, rapports, après avoir constaté, reconnu l'évidence de la spoliation sur place, écrivent tout le contraire dans leurs procès-verbaux. Exemple, l'officier Jérôme Forteau, comment peut-il conclure et valider le vol de propriété par Philippe Hollenbrenner en disant « Le chai appartient en totalité à la famille Hollenbrenner lors de l'achat en 1988 » alors que, premièrement, Jérôme Forteau a saisi l'expertise judiciaire qui, comme nous l'avons vu, est sans appel. La parcelle 287 appartient et a toujours appartenu à la famille Favre. Démonstration par les actes, la cohérence, la reconnaissance de toutes les parties. Mais aussi l'expertise judiciaire qui démontre la parfaite conscience que les voleurs avaient de leur propriété réelle. Deuxièmement, Jérôme Forteau a auditionné lui-même un géomètre expert poursuivi également qui lui a dit ou avoué. Concernant la parcelle 287, M. Hollenbrenner n'en a jamais été propriétaire. Elle a toujours été la propriété de la famille Favre. Sur les responsabilités dans ce dossier, le géomètre dit « M. Hollenbrenner savait pertinemment qu'il n'était pas le propriétaire de la parcelle BY 287. La cession d'une part de cette parcelle a permis la construction du bâtiment par M. Gelani. Sans la cession de cette partie de la parcelle 287, cette construction était impossible. » Jérôme Forteau disposait donc en plus d'une nouvelle preuve de la spoliation du crime, de la confirmation du mobile. Troisièmement, en interrogeant Daniel Nizam, la parcelle 287 appartenant à M. Favre. Jérôme Forteau ne reconnaît-il pas savoir pertinemment que 287 appartient à M. Favre? Quatrièmement, je n'ai pas en main le compromis, je ne me souviens plus, je ne me rappelle plus de l'existence d'un permis. En se contentant de telles réponses ou non-réponses, n'est-on pas en droit de demander à Jérôme Forteau s'il s'est suffisamment excusé d'avoir osé déranger Daniel Nizam et de l'avoir retenu moins d'une heure alors que ce notaire est poursuivi pour des faits qualifiés de crime? Je n'ai pas la pièce, je ne me souviens plus, je ne me rappelle plus. Ce notaire se souvient-il qu'il est notaire? Ces réponses suffisent donc à certaines personnes poursuivies pour crime pour ne plus être inquiétées. D'autres personnes, pour moins que cela, sont gardées à vue, voire incarcérées, mais comment des officiers peuvent-ils être acteurs d'une telle mascarade? Cet officier se souvient-il que la juge d'instruction lui a donné pour mission première de permettre d'aider à la manifestation de la vérité? Et que dire de l'officier Jérôme Forteau quand il conclut « Cette superposition permet de confirmer les déclarations de M. Hollenbrenner, à savoir que les parcelles 334, 335 et 336 lui appartiennent bien. » Il est inutile, je pense, de rappeler combien les documents explorés par l'adjudant n'ont aucune valeur pour établir un droit de propriété. Doit-on dire quel niveau d'incompétence ou quelle complicité? L'officier Forteau poursuivra l'incompétence par le mensonge et la proposition de vol. Après avoir su que l'expertise judiciaire et le géomètre soulignent que, selon les actes 287 où les parcelles issues de sa division appartiennent depuis toujours à la famille Favre, pourquoi, après avoir reconnu sur place par rapport à la réalité du terrain comme une évidence que le chai, cette partie de maison, appartient à Favre, écrit-il tout le contraire et plus encore dans sa conclusion. Le chai appartient en totalité à la famille Hollenbrenner. Jérôme Forteau fera du zèle auprès des voleurs. Alors que Philippe Hollenbrenner a volé une partie du chai de la famille Favre, l'officier lui attribuera le chai en totalité. Puis l'officier reprend en chœur avec le voleur. En conclusion, à ce jour, M. Favre, Franck, occupe illégalement au regard du cadastre et des actes de vente une partie du chai coupée en deux. La partie occupée par ce dernier appartient toujours à M. Hollenbrenner qui, lors de la vente de la maison à M. Tirard, n'a pas inclus cette parcelle 334 dedans afin de ne pas léser M. Favre. Bien que mes compétences en psychologie ne soient pas d'un grand niveau, ne doit-on pas constater de la perversion? En effet, Philippe Hollenbrenner, qui ne cesse de spolier une personne vulnérable, prétend ne pas vouloir la léser. Que dire du gendarme qui reprend ses propos? Il est à noter le courage dont font preuve ce gendarme et ce promoteur. Continuer à voler en réunion une personne sous curatelle renforcée, placée dans une maison spécialisée à des centaines de kilomètres de là. Une question vient à l'esprit. Jérôme Forteau s'est-il fourvoyé dans ce seul rapport? S'agissant de dessiner l'emprise de servitude, a-t-il fait mieux? Non. Même quand il s'agit de dessiner, l'officier n'a pas su reporter la réalité, la vérité, quand bien même manifeste. Par exemple, alors que l'emprise des servitudes 1 et 2 se superposent selon les actes, elles sont représentées distantes l'une de l'autre. Cela est déconnecté de toute cohérence, conformité aux écrits et aux consignes.
Un enfant de 5 ans ne sachant pas lire aurait-il été plus imprécis? Que dire de la servitude de numéro 4 qui aboutit dans un mur que j'ai construit? Je demanderai ainsi à détruire ce que je viens de construire? Un tel rapport n'est-il pas extrêmement grave? Il discrédite la corporation des gendarmes, leur travail, leur mission, leur intégrité. Ils revêtent tous le même habit. Comment dès lors reconnaître ceux, assurément très nombreux, qui se sont dévoués à leur mission essentielle pour la paix sociale? Il discrédite les représentants de la loi, de l'ordre public. Il discrédite l'État et participe au développement d'un État de non-droit. Il est dès lors possible de se demander si un tel rapport a pu influencer certains magistrats et être une excuse pour eux de s'être fourvoyés de la sorte. Non. Car d'une part, ce rapport intervient après les procédures civiles, d'autre part, un autre officier, loin d'être parfait, avait cependant rédigé un rapport qui ne laisse pas de doute sur les spoliations. Et enfin, troisièmement, j'avais informé et porté plainte contre Jérôme Forteau auprès de sa hiérarchie, des procureurs, juges d'instruction, pour ses nombreux manquements et ce qu'il convient de qualifier de rapport bien au-delà de la partialité, à savoir des conclusions complices. En effet, dans son rapport, l'officier rapporte au contraire de Jérôme Forteau: ces recherches permettent de mettre en évidence que la construction du bâtiment de M. Djelani a été rendue possible par un jeu complexe de modification de parcelles par un expert géomètre, qui a abouti à l'établissement d'un acte authentique élargissant indûment la propriété de M. Djelani. Pour M. Tirard, il ne fait aucun doute que M. Hollenbrenner a manigancé toute l'affaire avec la complicité de M. Trocmé, expert géomètre, et de M. Nizam, notaire, pour contourner la loi et pour pouvoir ainsi réaliser ses projets immobiliers avec M. Djelani et M. Moisan. Plusieurs éléments corroborent cette hypothèse. Tout d'abord, la complexité invraisemblable du découpage de parcelles effectué par M. Hollenbrenner sur ses propriétés, qui a conduit finalement à une erreur en faveur de M. Djelani. Ensuite, les divers oublis, omissions, imprécisions de l'expert géomètre, M. Trocmé et du notaire, M. Nizam, qui semblent curieusement favoriser les desseins de M. Hollenbrenner. En clôture, l'officier rapporte: de l'enquête effectuée, il ressort que M. Tirard semble légitimement pouvoir s'interroger sur l'incompétence ou la malhonnêteté de M. Nizam, le notaire, qui a validé de son sceau les actes qui ont permis des constructions au mépris des servitudes dont il bénéficie sur sa propriété. Quant à la plainte à l'encontre de Jérôme Forteau, elle fut détaillée, argumentée. Premièrement, adressée au commandant de compagnie de gendarmerie. Deuxièmement, à toute la hiérarchie, procureur, procureur général près de la cour d'appel, garde des Sceaux, Premier ministre et président de la République. Troisièmement, objet. À nouveau un OPJ au service de la criminalité, l'adjudant Jérôme Forteau. Les pièces ne cessant de disparaître, je les remettrai en main propre, au tribunal, à la gendarmerie. Comment l'OPJ peut-il conclure en ce sens que 287 appartient à Hollenbrenner, alors qu'en plus de toutes les preuves, le voleur lui-même reconnaît que 287 appartient à Favre en signant un acte, un compromis de vente, et que l'OPJ le sait? Quelle explication donner au choix de Jérôme Forteau? Ce dossier est soumis à de nombreux avis, professionnels du droit également. Je vous les soumets en ne sachant quoi choisir. Jérôme Forteau, premièrement, a-t-il cru le voleur? Certes, Philippe Hollenbrenner porte la réputation d'être capable de soutenir qu'il a enfanté sa mère, mais un officier est-il capable d'avaler de telles couleuvres? Deuxièmement, a-t-il obéi à des ordres? Dans ce cas, il l'a fait avec zèle, car il propose pour le voleur une part du butin supérieure à ce que le voleur a lui-même volé. Troisièmement, a-t-il cédé à la sirène d'une promesse de bâtiment, la corruption? Je rappelle que le prix d'un bâtiment au regard des peines et de la privation de liberté encourue n'est rien. Je reçus pour toute réponse celle du commandant Martin de Viviès. Au final, il a fourni à la magistrate les éléments que celle-ci demandait, sans qu'aucun manquement ne puisse lui être reproché. Comment conclure ainsi alors que la première demande de la magistrate est d'aider à la manifestation de la vérité, et que l'officier a délibérément empêché la manifestation de la vérité, qu'il a de plus menti lui-même et qu'il s'est contenté de l'amnésie grossière du notaire? Il convient de constater clairement la couverture des manquements d'officiers par la hiérarchie. En toute transparence, j'informerai l'intéressé, monsieur le commandant. Bien sûr, j'informerai à nouveau toute la hiérarchie de l'invraisemblable réponse et conclusion reçues du commandant. Il convient alors de constater une couverture généralisée des manquements des représentants de la loi et de l'ordre, manquement étant un euphémisme, vous en conviendrez. Peut-on dire que la surcharge de travail soit à l'origine de tels manquements? Tout comme pour les magistrats, assurément non. Elle ne sert que de prétexte. Le gendarme, par exemple, pour valider son parti pris, premièrement, choisira une voie chronophage qui, de plus, n'a aucune valeur pour établir un droit de propriété. Deuxièmement, se perdra dans une recherche de l'historique des divisions des parcelles invraisemblables opérées par le voleur. Recherche chronophage également et parfaitement inutile au regard des éléments et actes authentiques dont il disposait.
quelques minutes auraient suffi, selon la loi ou juste un peu de bon sens. S'il n'y a rien à attendre de cette partie des représentants de l'État, certaines violations des lois auraient pu être corrigées par Monsieur le maire, également OPJ par sa fonction. Le pharmacien Mohamed Jilani, qui en plus de tous les viols des lois nécessaires pour construire son bâtiment, droits de l'homme, civil, urbanisme, construction, violera le code de l'environnement et celui de la santé publique en toute impunité, pour un pharmacien. Il apparaît ici que le maire affichera une complicité parfaitement passive. En charge de la police de l'eau, par exemple, il laissera l'écoulement des eaux usées sur les voies d'accès se répandre dans la nature, de façon récurrente et ce, depuis des années. Aucune intervention des services de l'État. Je remercierai publiquement Monsieur le maire, promoteur à partir d'une lettre et de vidéos que je diffuserai, d'avoir permis d'étudier la dégradation du papier toilette, des excréments et lessives en milieu naturel. Le maire Christophe Sueur fut remarquablement passif également lors de l'accumulation de gravats sur un terrain naturel appartenant à la famille Hollenbrenner. L'accumulation se poursuivit et se poursuivit encore. Et toujours un peu plus. Et encore, un administré émit une hypothèse. C'est encore un délire d'Hollenbrenner. Il veut faire une piste de ski sur Oléron. Pour ma part, je connaissais le machiavélisme de l'individu et je comprenais ce qui se préparait. Cette zone est une zone de captage d'eau et de plus une cuvette inondée en hiver. Simultanément à la préparation d'une manœuvre pour reclasser ce terrain naturel, et sachant qu'il est interdit de rehausser le plancher d'une construction de plus de 30 cm par rapport au terrain naturel, Philippe Hollenbrenner préparait une hausse du terrain naturel pour, premièrement, rendre le terrain moins inondable, deuxièmement, diminuer les empêchements à rendre ce terrain constructible. Je mis en garde mairie et préfecture sur la probable production d'un nouveau faux concernant les hauteurs de terrain. Grâce à la grue, nous pouvons avoir une idée de la quantité de remblai apportée sur ce terrain naturel, sur lequel pas même une brouette ne devrait être apportée selon la loi. Merci, monsieur le maire, a dû dire à nouveau Philippe Hollenbrenner. Maintenant, il fallait passer aux choses sérieuses, étaler le remblai. Ce fut réalisé sans avoir été gêné par le maire. Monsieur Christophe Sueur ne demeura pas toujours passif. À propos de ce terrain, il prit part à une compétition qui semblait se jouer entre Philippe Hollenbrenner et Daniel Nizam le notaire. Je résumerai en publiant « Compétition de pillage à Oléron, bien privé, finances publiques ». S'agissant d'un terrain naturel de plus de 4 hectares non constructible, normalement dont la valeur est de moins de 1 euro le mètre carré et plus proche de 0,20 centime, le maire proposa pourtant d'en racheter pour près de 35 euros le mètre carré. L'autre partie pour la CDC, communauté de communes. À nouveau, des millions d'euros de pertes pour les finances publiques. Ce terrain sera estimé sur des bases erronées, c'est-à-dire constructible et non comme un terrain naturel. Les multiples servitudes qui grèvent ce terrain, dont les servitudes non édificandi, qui, comme leur nom l'indique, ne permettent aucune construction, ne seront pas prises en compte. Les journaux allaient pouvoir titrer « Un nouveau fiasco financier pour la commune de Saint-Pierre-de-Liron » cette fois. Monsieur Christophe Sueur semblait en avoir fini avec la passivité. Non content de ce prix déjà exorbitant, il aurait demandé à la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques, une réévaluation à la hausse de l'estimation. L'acheteur veut acheter plus cher. Ce cas de figure ne se présente que lorsque l'on paye avec l'argent des autres, ici celui des administrés. Sachant que la modification de la hauteur du terrain naturel impacte tous les riverains dont certains étaient en situation déjà délicate, force est de constater que ce n'est pas du côté de certains, mais il faut attendre la solution pour permettre la paix sociale. La seule action de Christophe Sueur aura été de risquer de mettre à mal les finances publiques en achetant un terrain inconstructible pour construire. Aussi, ne vaut-il pas mieux que ce maire reste passif ? S'il n'y a rien à attendre d'une partie des représentants de l'État, de gendarmes, maires, certaines violations des lois auraient pu être notées, voire corrigées par les géomètres experts. Des géomètres experts ayant contribué à l'organisation de la spoliation, il paraissait légitime de comprendre. Quel rôle avaient joué les géomètres experts et leur hiérarchie ? Dès les premiers rendez-vous, tout était parfaitement clair, avoué. Dossier plié, aurait-on pu dire. En possession de 2 plans contradictoires émis par le même cabinet de géomètres experts, j'ai rencontré M. Trocmé. Confondu, il me demanda comment j'avais pu me procurer ces plans. J'ai dû expliquer que la question n'était pas là, mais pourquoi avait-il fait cela ? J'ai cédé à la pression, dit-il. Puis il reconnut sa participation à la spoliation de M. Fabre. Sans avoir besoin de lui demander, il évoqua un rapport de complaisance à propos de servitudes que Philippe Hollenbrenner avait fait également disparaître, à l'est de la propriété pour, à nouveau, faciliter la vente d'un terrain. Il avança, comme seule excuse, « J'étais missionné par vos adversaires ». Le géomètre constata que la seule issue était un recours devant les tribunaux et l'ordre des géomètres experts. Premier gros problème.
Comment un géomètre expert, après avoir édité un plan dès 1994 parfaitement conforme aux actes authentiques, c'est-à-dire qui attribue l'emprise de la parcelle qui sera la parcelle 287 à la famille Favre, qui délimite parfaitement la servitude de passage dont l'axe est dans le prolongement du mur mitoyen extérieur et intérieur situé entre les marronniers, comme dans la réalité. Comment ce même géomètre, après avoir aussi édité un plan en 2001 parfaitement conforme à la réalité du terrain et à l'acte authentique, lequel attribue la parcelle 287 à la famille Favre, précise la servitude de passage, la largeur, l'emplacement conforme et la forme et les bénéficiaires. Peut-il, 2 ans plus tard, premièrement, diviser 287 en 3 sans la demande du propriétaire Favre? Deuxièmement, transformer 287 parcelles rectangulaires en une parcelle triangulaire. Troisièmement, déplacer 287 et la faire rentrer dans un bâtiment alors qu'elle est une moitié du passage commun. Quatrièmement, contrairement à toutes les parcelles, ne pas mettre le nom du propriétaire sur le plan. Deuxième gros problème. Comment un géomètre expert peut-il adresser un courrier à la famille Favre le 30 juillet 2003 rapportant que la propriété Hollenbrenner ne comprend pas la parcelle 287 et produire un courrier similaire le même jour, le 30 juillet 2003, mais qui rapporte exactement le contraire et intègre 287 dans la propriété Hollenbrenner. Ce deuxième courrier, sans adresse précise, n'avait aucune chance d'arriver à destination pour informer la famille Favre de la spoliation en cours. Troisième gros problème. Comment un cabinet de géomètres a-t-il pu établir un plan de division de la propriété Hollenbrenner qui n'intègre pas 287, puis, en juillet 2003, qui intègre 287 ? Quatrième gros problème. Comment un cabinet de géomètres experts a-t-il pu établir un procès-verbal de bornage de la propriété Hollenbrenner en juillet 2003 qui intègre 287, alors qu'il reconnaît lors de l'audition: premièrement, concernant la parcelle 287, M. Hollenbrenner n'en a jamais été propriétaire, elle a toujours été la propriété de la famille Favre. Deuxièmement, en 2003, sur le cadastre, les parcelles BY 287 portaient au nom de Hollenbrenner alors que sur le terrain, cette parcelle appartenait à Favre. Cinquième gros problème. Comment un géomètre expert peut-il établir un procès-verbal de bornage de la propriété Hollenbrenner le 22 juillet 2003 qu'il fait signer à la famille Favre, le voisin, qui ne comprend pas 287, mais une moitié du passage commun, soit 286, et en juillet toujours, sans date précise, un autre procès-verbal de bornage qui rapporte le contraire car il intègre 287 à la propriété Hollenbrenner, et qui ne fait pas signer à la famille Favre, bien entendu. Sixième gros problème. Comment un géomètre expert peut-il avoir donné des noms de propriétaires qui ne correspondent pas à la réalité avec un changement d'écriture, puisqu'il reconnaît lors de l'audition la parcelle 335 qui n'appartenait pas à Hollenbrenner mais à Favre. Le problème des parcelles 334-336 qui sur le cadastre sont portées au nom de Hollenbrenner alors que sur le terrain ces deux parcelles ne peuvent pas lui appartenir. Ces documents, des faux assurément, auraient été réalisés uniquement par le géomètre défunt. Pourtant, ils portent souvent le tampon des deux géomètres. D'autres faux ont été réalisés postérieurement à son décès. Le défunt se réveillerait pour continuer à faire des faux ? Comment le Conseil de l'Ordre des géomètres oserait-il valider une telle invraisemblance ? Ainsi, en effet, septième gros problème. Comment un géomètre, après avoir édité 2 plans qui permettent de voir nettement la propriété Hollenbrenner en rouge, bien qu'en 2003 il englobe la moitié de l'indivision, peut envoyer à l'expert judiciaire après son décès le même plan, mais qui devient parfaitement illisible car les contours de la propriété Hollenbrenner deviennent jaune pâle. Comment l'ordre des géomètres a-t-il pu valider qu'il s'agirait d'un paramétrage d'imprimante, alors que les traits sans incidence pour mettre en évidence la spoliation restent rouges? L'imprimante sélectionnerait la propriété Hollenbrenner et se serait mise à imprimer des années après le décès dans l'attente d'une demande d'un expert judiciaire? Huitième gros problème. Comment l'ordre des géomètres a-t-il pu valider un tel document manifestement infaux, entaché de corrections, changements d'écriture, d'erreurs? Et encore plus celui-ci postérieur au décès du géomètre. Comment valider que ce faux qui a été produit des années après le décès destiné à l'expert judiciaire, afin de dissimuler l'énormité du faux précédent, a été commis post-mortem? Tous les numéros semblent corrigés mais pourtant sont reportés à l'identique. Que dira de tous ces faux le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts? Réuni en formation disciplinaire après un botté en touche du Conseil régional sous la présidence de M. Stéphane Devouge, j'ai eu le plaisir d'assister à la Grande Comédie, à Paris, ville des Lumières. J'avais présenté le dossier à un ex-président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. Outre le bien fondé de ma requête, j'avais reçu la confirmation des invraisemblables manquements des géomètres.
J'avais été également informé du déroulement de la session disciplinaire. Je devrais expliquer le dossier à 6 présidents de région. C'est ce qui se passe en général. J'avais aussi suivi les recommandations de la commission d'instruction, parfaitement identiques. J'avais passé un temps très important à préparer un dossier fort complet pour chacun. Il comprenait les calques, les superpositions, des plans en couleur, etc. Bien sûr, j'avais pensé également au dossier pour le commissaire du gouvernement. Tout était prêt, sauf eux. En effet, j'attendrai assez longtemps. De mon siège, j'entendrai ripailler. Une personne de l'accueil viendra avec délicatesse me prévenir. Il fait une inauguration. Puis, plus tard, une autre nouvelle, quelques minutes avant de rentrer dans la grande salle. Il va y avoir tous les présidents de région. Première grande déconvenue pour moi. Et assurément, premier acte de la grande comédie orchestrée par le président Pierre Bibolet. Comment une telle incorrection? Pourquoi ne pas avoir prévenu? Comment sera-t-il possible au géomètre de suivre l'historique du dossier, la preuve par l'image, la visualisation des manquements, défauts que je devais leur proposer? Un dossier pour plus de 3. La foire d'empoigne pour la distribution. Les conseils reçus par la commission d'instruction précédente où ceux de l'ex-président étaient mis à mal, sapés. « Hé, t'as le plan? Je ne vois pas, c'est où? C'est sur quelle feuille? T'as la feuille ?» Du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres, je reçus la réponse. En premier lieu, à la suite du décès intervenu le 26 décembre 2007, aucune procédure disciplinaire ne pouvait être exercée à l'encontre de celui-ci. Le Conseil supérieur se fend d'une lapalissade. Est-ce l'effet d'une digestion lourde? Qui rechercherait des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un défunt? Le Conseil supérieur dit en deuxième lieu, il ne ressort pas de l'instruction que M. Jean-Brice Brunet soit personnellement intervenu sur le terrain dans l'exécution des diverses missions invoquées par M. Bernard Tirard. Après une lapalissade, un mensonge, puisque M. Brunet lui-même, dans son audition, reconnaît. En novembre et décembre 2003, je suis intervenu personnellement dans le cadre de la division d'une parcelle appartenant à M. Hollenbrenner au vu de la cession à M. Tirard. J'avais fait le bornage de la limite commune entre M. Hollenbrenner et Favre. En octobre 2004, je suis intervenu pour le bornage de parcelle Hollenbrenner dans le cadre d'une cession. En effet, ce géomètre réalisera seul ce plan pour établir la propriété que je devais acquérir. Comment avoir réalisé un plan sur l'équivalent de 5 feuilles A4 alors que 2 auraient suffi? De plus, malgré les 5 feuilles, la propriété encadrée en rouge n'est pas représentée dans sa globalité. Les noms des propriétaires sont en bleu pâle, difficilement lisibles, contrairement à tous les plans fournis par ces géomètres experts sur lesquels les noms sont au noir, parfaitement visibles. Un agrandissement permet de constater qu'il manque le nord de la propriété, là précisément où plusieurs parcelles ont été spoliées. Seule une parcelle spoliée apparaît car le découpage de la propriété obligeait le géomètre à la représenter. Aucun nom sur la parcelle qui venait d'être spoliée. Alors que les noms difficilement lisibles apparaissent sur les parcelles non litigieuses. Ainsi, le géomètre a poursuivi la dissimulation de la spoliation car à aucun moment, avec un tel plan, il pouvait apparaître que la famille Favre venait de perdre une partie de sa propriété, dont une partie de sa maison. Si la participation des géomètres du cabinet à la spoliation et à sa dissimulation est incontestable, il n'en demeure pas moins que la reconnaissance d'erreurs, le rétablissement de la vérité et des véritables propriétaires lors de l'audition, le décès brutal de l'associé 4 jours après avoir reconnu « j'ai cédé à la pression » laissent à penser ou attestent d'une prise de conscience et, à la lecture du procès verbal de l'audition, une distance avec les délinquants ou criminels est clairement prise. Le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts a-t-il rempli sa mission en validant des invraisemblances, dit le contraire de la vérité, agi de cette façon? Et, pour clore la comédie, en troisième lieu, ne saurait se substituer aux juridictions civiles pour se prononcer sur le fond des questions de propriété des servitudes invoquées par M. Bernard Tirard. Ou la juridiction ordinale ne saurait en revanche se substituer aux juridictions civiles pour prendre parti sur le fond. C'est donc à nouveau un botté en touche vers la justice sous la présidence de Pierre Bibolet. Une partialité consternante, la lâcheté ou le botté en touche, déliquescence, inconsistance, irresponsabilité. Ce conseil de discipline amènera un ex-président de ce même conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts à conclure au regard du dossier et de la décision du conseil supérieur « J'ai honte pour ma profession ». J'ai tu par discrétion le nom de ce président à la première audience. J'ai pu donner son nom à l'audience suivante. Il m'avait autorisé. Il avait le courage de ses opinions et le respect de sa profession. Un beau programme qui semblait désuet, sous la présidence de M. Pierre Bibolet. Comment le Conseil de l'ordre, premièrement, n'a-t-il pas fait le constat d'une imprimante aux ordres de son patron? Il s'est cependant gardé d'accuser l'imprimante. Deuxièmement, n'a pas constaté qu'il s'agit de faux,
à minima constater des erreurs, puisque dans cet invraisemblable cumul de falsifications, une preuve de plus s'ajoute. En étant divisée, la parcelle 287 perd 25% de sa surface. Oui, vous avez bien entendu, la somme des 3 parcelles issues de la division de 287 ne correspond même pas à la parcelle mère. Par ailleurs, l'expert judiciaire avait confirmé qu'il n'y avait pas de correspondance entre cette parcelle inventée en juillet 2003 et tous les éléments qui avaient permis sa création. Troisièmement, a pu attribuer au seul géomètre décédé tous les faux, alors que les faux comportent le tampon des 2 géomètres ou s'étendent post-mortem. Ces faux n'ont-ils pas été réalisés à la demande pour faciliter le travail du notaire et in fine satisfaire la cupidité des promoteurs? La justice a donc réceptionné sans problème le ballon, le paquet cadeau envoyé par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. La réponse ou la non-réponse des instances ordinales est claire et devrait être transcrite en « les instances ordinales se sont déclarées incompétentes ». Ceci sera transformé par les magistrats en « demande rejetée », ceci laissant supposer que les demandes sont non fondées ou injustifiées. Quel tour de passe-passe des magistrats, bravo. Par exemple, la procureure Isabelle Bagenel écrira « Le Conseil de l'ordre avait rejeté les 2 demandes du plaignant », tandis que la juge d'instruction, Sonia Bélier, se contentera, comme vous pouvez le supposer, de recopier, excepté pour la calligraphie. Le Conseil de l'ordre avait rejeté les 2 demandes du plaignant. Mais décidément, vers qui se tourner en France pour espérer un minimum de respect des lois, de courage pour assumer ses responsabilités? Un labyrinthe où l'on y perd même son latin. Côté notaire, je tenterai de saisir le Conseil supérieur du notariat, le Conseil régional, la Chambre départementale des notaires. Quant à la réponse de l'ordre des notaires, le conflit ne pourra avoir qu'une issue judiciaire, ou le différend devra être entériné ou non par un juge. C'est donc aussi un botté en touche vers la justice. Dans un des courriers que j'enverrai à tout l'organigramme, et notamment à Madame Hélène Gaillard-Nizam, alors présidente de la Chambre départementale, j'écrirai « Je m'inquiète quant à la capacité de lire, de compter et même de transcrire de maître Daniel Nizam, qui n'est autre que son époux. En effet, autant d'erreurs sur un même acte laissent un doute, soit sur ses capacités, soit sur son intégrité, et jettent obligatoirement le discrédit sur l'ensemble de la profession et la qualité d'officier ministériel. Ces doutes seront confirmés, comme nous l'avons vu, par les inepties tant de raisonnement que juridiques, énoncé dans la réponse de Daniel Nizam à l'expert judiciaire. Si vous désirez connaître un peu mieux ce dit notaire, des précisions sur sa capacité à transgresser les lois, la déontologie, piller les finances publiques et ce, en toute impunité, son incompétence ou sa mauvaise foi, je vous invite à regarder un document que vous pourrez trouver sur YouTube, Promotaire, la loi des affaires. Il est difficile de ne pas établir un lien entre les faux en écriture publique commis par ce notaire et un incendie qui faillit coûter la vie à 2 innocentes. Comme l'ordre des géomètres, l'ordre des notaires botte en touche vers la justice. Mais pouvait-on attendre une autre réponse de la présidente de la Chambre des notaires, à laquelle j'explique les multiples faux en écriture publique de son mari, le cumul d'erreurs qui amène un doute sur ses capacités à lire, à calculer et même à transcrire. Réponse de l'épouse présidente. Les difficultés que vous soulevez relèvent de la justice. Les réponses reçues me renverront donc vers la justice. Le botté en touche semble le coup favori des responsables et de la hiérarchie. L'autruche ne devrait-elle pas devenir le symbole des responsables hiérarchiques en France? Constat. Absence du sens de responsabilité, de tout courage. Pour satisfaire la simple cupidité de promoteurs, qu'il s'agisse de notaires ou de géomètres experts, ces représentants de l'État, officiers ministériels ou ayant une délégation de service public, multiplient les faux en écriture publique. Les instances ordinales les couvrent. Le notaire, par exemple, reçoit la protection de l'ordre des notaires et celui de la procureure de la République, puis de magistrats. Que répondent enfin ceux qui ont la responsabilité en dernier recours de veiller à la probité de leurs ouailles au-delà des instances ordinales? Nous avons pu constater que les magistrats, dans cet exemple, mentent, violent, multiplient fautes lourdes ou manquements, pour couvrir à leur tour délinquants et criminels. Qu'en est-il de ces magistrats? Seront-ils couverts à leur tour? Informés, que vont dire ceux qui ont pour mission de veiller aux dérives? Ministre de la Justice, garde des Sceaux, et le CSM, Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats encourent de lourdes sanctions, pour fautes lourdes, manquement au code de déontologie. La révocation sans droit à pension peut être envisagée. Illusion, pourra-t-on constater. Illusion confirmée suite à la réponse de la commission du CSM réunie sous la présidence de Virginie Valton. Il apparaît que votre requête, sous couvert de griefs déontologiques non étayés, sans apporter aucun élément de preuve extérieure à cet acte qui permettrait de soupçonner que ces magistrats se soient, en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, comportés d'une manière susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Comment ne pas considérer l'argumentation présentée comme étayée?
Comment ne pas voir dans cette réponse le peu de considération accordée par le CSM à la recherche de la vérité et à la justice? Michel Bussière, 2 fois président de la Cour d'appel, qui de mémoire avait un homonyme à minima au CSM, peut-il craindre dès lors une sanction? Nous avons vu, premièrement, que pour satisfaire des promoteurs, des officiers ministériels, représentants de l'État ou ayant reçu une délégation font défaut. Les instances ordinales les couvrent. Deuxièmement, que les magistrats assurent à leur tour l'impunité aux auteurs. Nous constatons que les magistrats sont couverts par leur hiérarchie, à moins qu'ils n'aient tué père et mère ou battu leur épouse comme ce jugement en juillet 2020 et que cela ait fait la une des journaux suite au jugement. Comme nous l'avons vu, tout est écrit en France pour la protection des droits, et particulièrement le droit de propriété. Mais la chancellerie, ses services qui ont comme le CSM pour mission de veiller et de saisir le CSM à leur tour si besoin, feront premièrement, barrage à la manifestation de la vérité. Deuxièmement, au devoir de respect de la loi par les magistrats. Troisièmement, au devoir d'impartialité, de diligence, de toutes les règles de déontologie. Dès les procédures civiles, est-il possible de contester, dans le cas présent, que des magistrats ont menti, fait preuve d'une partialité consternante, n'ont pas craint l'absurde, le grotesque, violé les lois, rappelons l'extraordinaire quintuple viol de la loi par la Cour de cassation, la plus haute juridiction. Comment écrire ? En l'absence de toute précision sur le contexte de votre réclamation et d'éléments susceptibles de la justifier, aucune suite ne peut être réservée à votre demande. Alors que depuis 2012, suite aux demandes, les résumés succèdent aux synthèses. En effet, résumé, on me demandera des preuves, d'étayer, et étayer, on me demandera un résumé, une synthèse. Au téléphone, j'apprendrai la première technique en cours à la chancellerie. Non-transmission de dossier entre différents services qui instruisent le dossier. Tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Une autre réponse. Comment écrire ? J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en vertu du principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire, la chancellerie ne peut intervenir dans les procédures en cours ou déjà jugées, ni porter d'appréciation sur les décisions de justice. Alors qu'il n'a jamais été demandé une quelconque intervention du ministre de la Justice sur les procédures, mais de constater les manquements de magistrats au code de déontologie, manquement étant un euphémisme, ce qui est la mission du garde des Sceaux, du service de la déontologie et de service de la chancellerie. Deuxième technique, le mur sur lequel se brisent les justiciables. Ici, une proposition de renvoi vers d'autres instances civiles pour attaquer l'État et le fonctionnement défectueux de la justice. Si ce conseil peut être considéré comme un conseil bienveillant, il peut être interprété également comme un bottet en touche qui renvoie le justiciable vers d'autres tribunaux, d'autres instances, d'autres procédures, toutes plus chronophages et coûteuses les unes que les autres. Jusqu'à épuisement et ruine du justiciable, troisième technique. Cependant, je recevrai régulièrement le témoignage de personnes assurément compréhensives du sens de ma démarche et de l'invraisemblance des dysfonctionnements. Une conseillère du ministre dit « Dans ce dossier, tout le monde est au-dessus des lois ». Le chef de cabinet du ministre écrira « Cher » manuscrit devant monsieur, puis en comprenant et en respectant le sens de votre démarche. Puis, plus tard, un responsable de service lequel me mettra en garde sur les méthodes qui peuvent être utilisées et s'inquiétera pour moi. Nous étions 2. Le lien qui unit certains magistrats à la hiérarchie n'est-il pas illustré ci-dessous ? Madame Nicole Belloubet, alors ministre de la Justice, ainsi que son cabinet, ses services de la chancellerie, informés des mensonges manifestes de déni de justice, des fautes lourdes, des manquements au code de déontologie par exemple de la procureure Isabelle Pagenel au tribunal de La Rochelle, proposeront une promotion à cette personne, alors que cette dernière a permis à des personnes poursuivies pour des faits qualifiés de crimes de bénéficier d'une impunité totale. Plus fort encore, peut-être mesurant combien la performance de cette procureure avait été brillante, car elle avait réussi à assurer l'impunité des auteurs d'un viol des droits de l'homme en réunion et sur personnes vulnérables, la hiérarchie a proposé une nouvelle promotion quelques mois plus tard comme avocate générale à la Cour d'appel d'Orléans. Bien sûr, cette nomination fera la joie de la criminalité en col blanc du comté d'Orléans, tandis que les victimes pourront espérer sa mutation. Avez-vous interpellé d'autres représentants de l'État, me dit-on ? Je répondrai, est-il possible de faire plus ? Outre toutes les hiérarchies, les ministres de tutelle, il est important de noter que Mme Christiane Taubira fut la seule ministre à avoir saisi les services compétents conformément à ses prérogatives. Septembre 2012, novembre 2012, juin 2014, décembre 2014, août 2015, octobre 2016, mars 2016, juin 2016. Et bien sûr, ici, en septembre 2012, Monsieur le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, unique Premier ministre à avoir saisi services et préfets.
En février 2013, en août 2014, en décembre 2014. Des notaires étant en cause, j'élargirai donc la demande auprès de M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui transmettra aux services compétents et garde des Sceaux. Est-il possible de faire plus? Quand même M. le Président de la République, alors premier magistrat de France et gardien de la Constitution, répond derrière le mur protecteur, la séparation des pouvoirs. Joker. La Constitution peut donc être violée sans que son gardien n'ait le pouvoir d'intervenir. S'il faut remercier M. Jean-Marc Ayrault, que dire de M. le Premier ministre Édouard Philippe qui, bien que s'étant engagé à répondre aux citoyens dans le mois, ne répondra ni aux lettres, ni aux messages, ni aux courriers. S'il faut remercier Mme Christiane Taubira, que dire de Mme Nicole Belloubet qui, bien que recevant en son cabinet les multiples preuves des manquements des magistrats, ne répondra pas, quand bien même les fautes lourdes des magistrats parvenaient en images. Quant à la presse, autre pilier de la démocratie, se fera-t-elle l'écho de telles performances ? Certains médias portent la réputation de révéler une véritable information, mais comme expliquera un des directeurs rencontrés, quand il s'agit de certains notaires ou magistrats, souvent les portes se ferment. Suite à une nouvelle argumentation que je développerai auprès d'un responsable d'un grand quotidien de renommée internationale, j'entendrai « Vous faites la démonstration que l'institution judiciaire, pilier de la démocratie, est fissurée de la tête à la base. » Puis « Le pays a besoin de cohésion sociale. » Je remercierai ce dernier pour au moins sa franchise et donc un certain courage. Cependant, que penser de cette conception de l'information? Que penser de la considération portée à l'égard des citoyens? Je pensais probablement naïvement qu'il était préférable d'identifier une fissure, ses causes, pour réparer un pilier qui porte notre démocratie, plutôt que de cacher l'existence de cette fissure. L'épisode dramatique de Tchernobyl, qui fera tant de victimes dans le long terme, n'a pas suffi. De cet autre pilier, que reste-t-il? Entre censure du propriétaire du journal, censure de la ligne éditoriale, censure de la rédaction ou autocensure par peur de perdre son emploi, c'est donc en toute discrétion que l'équipe de magistrats et le reste de l'équipe des représentants de l'État remporteront cette exceptionnelle victoire. Post-scriptum. Concernant les documentaires, il me sera expliqué la liberté toute relative des réalisateurs par le biais des subventions incontournables pour beaucoup. En sortant, n'oubliez pas d'éteindre la lumière. Vous avez déclaré l'état de non-droit. Espoir. J'ai reçu la confirmation le 4 novembre 2020, hier, que l'espoir existe d'une justice indépendante de la criminalité en col blanc, qu'il existe toujours des magistrats à l'écoute et respectueux de la loi. J'avais affiché très haut sur une grue de port que des gendarmes, notaires, juges étaient des hors-la-loi. Ceci n'était que des faits objectifs. C'est ce que je me suis efforcé de démontrer dans ce document en résumant les manquements. Je n'avais enfreint aucune loi, j'avais juste informé de faits. Après l'abandon de multiples chefs d'accusation, j'ai été relaxé pour le dernier motif, par un président de tribunal que je pense soucieux de sa mission de dire le droit selon la loi. Merci donc à ce président, et merci bien au-delà de la non-condamnation.